En fait, tout dépend de la priorité Postulat de base. tout dépend de la priorité de François Bayrou. Est-ce que François Bayrou est prêt à laisser filer les déficits publics ou est-ce qu'il est sur la même logique de Michel Barnier, ce qui est celle de réduire les déficits publics et de réduire la dette? Pourquoi est-ce qu'il doit faire ça? Tout simplement parce qu'il y a un ensemble de circonstances. La première, c'est que la France est sous le coup d'une procédure de déficit excessif. Un autre pays est comme nous sous procédure de déficit excessif, c'est l'Italie. Sauf que l'Italie a 3,3 de déficit public. Nous, on a entre 5 et 7, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ensuite, après, pourquoi est-ce que 5 à 7% de déficit public, c'est beaucoup? Parce que c'est-à-dire qu'il faut trouver chaque année 150 à 180 milliards d'euros par an. Or, si vous allez sur le marché financier avec l'instabilité politique, le fait que la situation économique n'est pas la meilleure depuis qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017, vous arrivez sur un enrichissement du coût de la dette. Ce enrichissement du coût de la dette, donc cette augmentation du charge de la dette, fait que vous avez besoin de trouver davantage d'économies ou de faire davantage de hausses d'impôts. Et ce sont des choix qui sont impopulaires, donc François Bayrou ne veut éventuellement pas s'y retrouver. Le problème, c'est que la situation économique est complètement décorrélée de la situation politique. C'est-à-dire que les gens qui ont élu... Le déficit, il pourrait atteindre 6,5%. Croissance économique. Si vous regardez la situation politique, Bayrou doit faire un accord soit avec le NFP ou une partie du NFP, soit avec le RN. Or, les gens qui ont voté RN et NFP sont des gens qui ont voté pour davantage de dépenses publiques et pas forcément pour la baisse des déficits publics. Donc c'est là la contradiction qu'a François Bayrou. Est-ce qu'il est prêt à sacrifier les indicateurs économiques pour sa survie politique ou est-ce qu'il considère qu'il faut faire comme ce qu'il avait dit depuis qu'il est rentré en politique, c'est-à-dire faire attention à la dette et à sa charge morale et pas la laisser filer aux générations futures? Stéphane Vernet. Il y a des premières indications, ce qu'on voit notamment dans les premières élections législatives partielles, et on aura les réponses dans les prochaines, plus dans les enquêtes qui sont non diffusées à l'attention du public, c'est que vous avez à peu près des mouvements électoraux qui sont les suivants. Le RN progresse légèrement, mais progresse quand même. Le bloc central associé aux Républicains est plutôt deuxième, mais est quand même assez élevé. Et ceux qui perdent le plus de plumes depuis le début, c'est le NFP notamment. C'est-à-dire qu'en cas de nouvelle élection, le NFP serait probablement balayé dans les prochaines élections. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la plupart des élections législatives dans chacune des circonscriptions, la plupart des gens qui ont gagné grâce au Front républicain, mais uniquement parce qu'ils ont été devant les candidats macronistes de 2 ou 3 points. Or, si vous perdez 2 à 3 points au niveau national, au lieu d'être deuxième ou d'être premier, en fait, vous passez troisième, vous êtes obligé de vous retirer en faveur du candidat macroniste. Autre point qui est très précis sur les enquêtes d'opinion qu'on reçoit à peu près. C'est-à-dire que lorsque vous regardez au sein de la gauche, les seuls qui sont contents de l'attitude actuelle menée par les différents partis, c'est les électeurs de la France insoumise. Parce qu'en fait, ils sont plutôt cohérents, ils sont gauche révolutionnaires, et ils sont d'accord avec le fait que Mélenchon, Panot soient hostilement contre Bayrou. Ceux qui ont des grandes difficultés à se positionner, c'est les écologistes, parce qu'en fait, eux, ils sont pile au milieu, soit la moitié sont révolutionnaires, la moitié sont sociodémocrates, et en fait, ils savent pas sur quel pied danser. Et Marine Tondelier, vous comprenez pourquoi elle danse un coup avec Faure et un coup avec Mélenchon. Et ceux qui sont vraiment en difficulté, c'est Olivier Faure. En fait, je pense que tactiquement, en fait, il sait pas comment le jouer. Est-ce qu'il doit rester avec les insoumis pour sauvegarder ses 60 députés, ou est-ce qu'il se dit, en fait, il y a un électorat à récupérer dans la mesure où Macron s'est allié avec les Républicains, il y a un électorat centre-gauche qui est déçu d'Emmanuel Macron, et c'est celui-là qu'il faut capter. Et que là, pour l'instant, l'ouverture qui mène, c'est plutôt pour parler à ces électeurs sociodémocrates qui ont voté pour Macron en 2017, qui ont voté pour Macron en 2022, et qui voteraient peut-être pas pour un gouvernement allié aux Républicains la prochaine fois. Mais c'est sûr que la priorité, c'est la suppression, l'abrogation de la réforme des retraites, ou c'est de réduire le déficit? Non, mais le débat politique est complètement en contradiction avec ce que veulent les Français. Alors, sur la question des partenaires sociaux, en fait, ce que fait Bayrou, c'est à peu près simple. C'est qu'il se dit que s'il finit comme Barnier avec des fronts sociaux, avec les conducteurs d'avion, avec les profs, avec les fonctionnaires, etc., il est mort parce qu'en fait, l'opinion retiendra que les Français sont mécontents et les partis politiques seront obligés d'appuyer sur la censure. C'est ce qui avait notamment motivé Marine Le Pen au-delà de son affaire du tribunal. Sur la question des Français, les priorités sont à peu près simples. Le premier, c'est la question de l'inflation et du pouvoir d'achat. La deuxième, celle qui est montée très haut, donc c'est pour ça que Bayrou ne peut pas aller contre ça, c'est la question de la dette et du déficit public. En fait, depuis que Barnier est arrivé à Matignon, la question de la dette et du déficit public est arrivée en deuxième tendance. La troisième tendance, c'est la protection du modèle social. Quatrième, sécurité. Ensuite, après, c'est immigration. Le sujet de Bayrou est à peu près le suivant. Soit il répond éventuellement aux demandes des partenaires sociaux et des partis politiques, et la facture sera salée, entre 40, 50, 60 milliards d'euros, parce que de toute façon, à chaque fois que vous donnez quelque chose, ils vont demander davantage plus, comme c'est ce qu'a fait Marine Le Pen, et c'est ce que se prépare éventuellement à se faire la CGT et le Parti socialiste. Mais de ce côté-là, le problème, c'est qu'il faudra le financer, tout ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller sur le marché de la dette, parce que si vous financez un problème qui est trop important, vous aurez un problème d'emprunt et vous aurez un problème de financement. Or, l'augmentation des impôts, c'est pas que Macron veut protéger les milliardaires, c'est qu'il y a une chose qui est très simple, c'est que François Hollande a mené ce qu'on appelle un matraquage fiscal, c'était appelé comme ça, et que le coût de l'augmentation... C'est pas vrai. Non, mais c'était un matraquage fiscal ou c'était pas un matraquage? L'augmentation des 30 milliards d'euros d'impôts de François Hollande a coûté, selon l'OFCE, entre 0,8 et 1 point de croissance. Ça veut dire ce que vous avez gagné
en recettes fiscales, vous l'avez perdu en croissance économique. Et ce qui fait peur à Emmanuel Macron et à l'ensemble de la Macronie, c'est que si vous augmentez les impôts de manière trop importante, vous baissez l'activité économique, dont la croissance. Éventuellement, de 0,8 points à 1,2 point de croissance, parce qu'en fait, vous perdez tous les gains de recettes que vous avez faits. Deuxième point, vous perdez les investissements étrangers directs, alors que la France est le premier le pays le plus attractif d'Europe depuis le Brexit, et vous perdez éventuellement tout ce qui est investissement étranger, stabilité, etc. Et donc, surtout ces points-là, en fait, c'est ça le sujet essentiel, c'est que si vous menez ce type politique économique, sur le papier, peut-être que vous avez 30 à 40 milliards d'euros de recettes, mais ce n'est pas sûr que vous les récupérez in fine. À la fin du budget, vous arrivez sur ce qu'a connu Bruno Le Maire, avec un dérapage financier, notamment avec un écart entre les recettes et les dépenses. Impossible, pardon, excuse-moi, je voudrais juste